Bonjour, c'est Masa Funabashi. C'est une vidéo qui récapitule en fait la présentation faite lors de 20e anniversaire de l'Institut Système Complexe Paris-de-France. Et c'est la présentation que j'ai fait pour commémorer le CREA avec les anciens de CREA, qui était vraiment un grand plaisir pour moi parce que j'ai fait ma thèse là-bas il y a 15 ans déjà après ma thèse. Et depuis, je porte ce projet de synécoculture qui est fondé sur le système, sur la science des systèmes complexes. Alors, comme on a un peu raté le tournage, j'essaie de reprendre cette présentation pour laisser quelque chose pendant que ma mémoire est encore fraîche. Euh, voilà, un petit hommage au créa. C'est une photo prise quand je viens de commencer ma thèse. C'est la première semaine de ma thèse. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a donné le billet de 30 nuits pour aller à Bologne. C'était le 30 nuits. On a euh, rejoint l'équipe de l'Imbremix, en fait, un projet européen. Et ça, c'est évidemment la discussion dans la rue, pendant la nuit. Donc, c'est le moment qu'on a capté une grande discussion scientifique. Et j'ai senti vraiment une grande liberté d'aborder plusieurs sujets en même temps autour de systèmes complexes, dans un environnement très varié, international. Et ça m'a fait un bon souvenir, en fait, pendant ces 3 ans de ma thèse. Et alors, on n'a pas vraiment la photo pendant la journée, ça veut dire on a sérieusement travaillé. Euh, et du coup, je flottais un peu plusieurs projets de systèmes complexes. D'abord, il y a ce projet d'embryogenèse. C'est vraiment un système complexe qui comprend des cellules variées, hétérogènes, très dynamiques, qui changent au cours du temps, mais qui se développent au bout de 24 heures, un petit poisson zèbre. Et aussi, il y a le projet de réseau neuronal que j'ai porté depuis mon master. Et je travaille surtout sur la dynamique chaotique. Et après, il y a aussi l'interaction des individus, c'est-à-dire le réseau social, que j'ai travaillé un peu avec David Chavalaria, Jean-Philippe Cointet, qui était aussi un élément qui, qui est euh, qui en fait étant ma perspective de système complexe dans ma thèse. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout du côté théorique que j'ai travaillé beaucoup avec le système dynamique et la théorie d'information. C'est la théorie qu'on appelle la géométrie d'information, donc c'est la formulation mathématique, surtout géométrique, des informations qui se passent dans le système dynamique. Donc c'est le cadre assez universel, vraiment qui est vraiment compatible à l'esprit de Créa, c'est-à-dire c'est une question transversale, théorique, sur l'émergence. Donc on a le système complexe qui se compose euh, de plusieurs éléments très différents, hétérogènes, mais qui s'interagissent d'une manière euh, émergente et qui donne la propriété macroscopique. Et donc tout cela entre en jeu de l'analyse de système dynamique et la théorie d'information. Et j'essaye de découvrir la structure commune entre ces différentes échelles de systèmes complexes. Donc ça, c'était ma thèse. Et vous faites trouver bien sûr en ligne sur le HAL si ça vous intéresse. Et en même temps, l'expérience de vivre en France, ça m'a beaucoup intrigué, surtout du côté culturel, social aussi. Ici, c'est une photo de manifestation, mais des paysans, donc les producteurs agricoles qui se lancent dans l'autoroute pour bloquer. Enfin, il arrive à 5 heures du matin, place de la Concorde, et circuler, faire la manif. Donc c'est très différent de notre culture japonaise et la façon de manifester aussi d'avoir cette sorte de collision dans la société, collision des valeurs dans la société, que ce qui est très différent de notre environnement de recherche au sein de Créa, par exemple, il y a beaucoup de collisions d'idées, mais c'est quand même quelque chose qui est visé sur la créativité, alors que ce qui se passe dans la société française, c'est parfois brutal.
et que ce sont les questions que les gens intelligents ne trouvent pas forcément la solution. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand je mets en place cette discussion sur la durabilité, sur la production agricole, qui est quand même l'industrie principale de la France, y compris production énergie. Donc, l'indépendance, l'autosuffisance énergétique et alimentaire, c'est vraiment le noyau de politique française. Et du coup, on n'a pas vraiment la solution. C'est vraiment le système compliqué, disons, plutôt que dire complexe, c'est compliqué, mais qui est vraiment fondamental pour la durabilité de la société. Et donc, je me suis bien intrigué dans ce domaine-là et je me suis mis à lancer, à côté de ma thèse, investigation sur ce qui se passe. Euh, Ça, c'est une photo de la Moselle, au nord de Paris, nord-est, près de Metz. Comme j'ai quelques amis là-bas, j'ai parfois voyagé dans cette région. Et là, c'est un beau paysage, mais en fait, cette rivière est assez polluée, c'est-à-dire il y a le courant de pesticides et de fertilisants et d'autres émissions qui viennent de l'usine qui polluent chimiquement ce fleuve. Alors, on peut pêcher les poissons ici, mais c'est interdit de manger les poissons par le décret, par la loi. Donc, à l'apparence, ça a l'air bien écologique. C'est la zone rurale avec un beau paysage agricole. Mais scientifiquement parlant, c'est quelque chose qui symbolise le déclin de ce pays aussi. Enfin, c'est quelque chose qui symbolise la non-durabilité de ces secteurs. Et quand on voit plus loin, ça c'est une carte du monde euh, qui désigne combien la biodiversité est perdue. Donc les espèces naturelles et les habitats, combien sont perdus par la couleur. Donc l'endroit où il y a la couleur rouge, c'est tous perdu. Et le vert, c'est préservé, presque à l'état naturel. Et bien sûr, tous les pays développés ou en voie de développement sont situés entre orange et rouge, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'activité humaine qui doit construire la ville pour habiter, mais aussi pour produire l'alimentation. On doit exploiter beaucoup le champ agricole, aussi le pâturage, qui détruit massivement l'écosystème naturel. Donc tout ce qui est réservé en vert, en fait, ce sont les déserts. Il y a bien sûr une partie des forêts amazoniennes qui reste intacte, mais ça devient comme une squelette. Donc beaucoup de défrichements qui se passent là-bas. Donc au milieu du désert de Sahara et au milieu de l'Australie, bien sûr, ça reste vert parce que c'est le désert naturel qu'on ne peut pas détruire. Forcément. Côté nord, on a au nord du Canada euh, qui reste vert parce que c'est c'est enfermé, c'est le froid. Sinon, il y a la Russie qui reste toute verte, mais c'est parce qu'il n'y a pas de données. Donc, ça ne veut pas dire que la Russie performe bien au niveau de conservation de biodiversité. Donc, premièrement, la cause principale, il s'agit de la production alimentaire. Comme le paysage à Moselle, on détruit beaucoup pour produire des produits plutôt simples pour en fait distribuer à distance pour arriver jusqu'à la cité qu'on habite de manière concentrée. Donc, deuxième fardeau qui impose sur la biodiversité, c'est en fait l'urbanisation. Donc, les deux causes sont liées. La production alimentaire et l'urbanisation. Comme on a ce mode de vie basé sur le système économique qui nous oblige à produire loin de notre habitat et de transporter, mais d'une manière assez simple qui consomme le carburant. Euh, on est obligé de détruire à deux côtés, pour le côté de production et pour le côté d'habitation. Et justement, on a déjà dépassé beaucoup la limite planétaire enfin, par rapport au fardeau environnemental qui impose ce mode de vie, de production, de l'industrie. On a déjà dépassé la limite de ce qui est maîtrisable par le cycle naturel. Et il y a ce modèle de transition de phase, donc c'est vraiment lié au système complexe que
les scientifiques ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Déjà à partir de 1960, les scientifiques ont su ça, que à un moment donné, on aura vraiment l'effet catastrophique de destruction, de collapse de biodiversité à l'échelle planétaire. Et on estime à présent que ça peut arriver avant 2045, où la population globale dépasse 9 milliards. Alors, pendant ma thèse, j'étais presque énervé de savoir cette figure. C'est que, en tant que scientifique, notre travail est de, bien sûr, de publier des articles scientifiques et qui est vraiment dans une hausse historique, c'est-à-dire à gauche, on a l'augmentation presque exponentielle des publications en biologie euh, qui, euh, qui est connu comme l'indice de développement de ce champ scientifique. Alors que par contre, ce qui se passe en réalité à droite, c'est vraiment le déclin de biodiversité et la perte des habitats naturels. Donc la biologie n'est pas liée à la préservation de la nature. Donc historiquement, à partir de la découverte de l'ADN et le code génétique, on a vraiment l'épanouissement de biologie à l'échelle vraiment globale et historique, alors que ces merveilleux résultats ne sont pas euh, liés à la vraie vie sur Terre, c'est-à-dire on est en train de perdre massivement la vie sur Terre. Et je ne veux pas blâmer les scientifiques, mais plutôt ces résultats scientifiques sont détournés par l'intérêt économique et industriel que on est vraiment face à l'âge sombre de biologie si on rebat peut-être du futur. Alors je me suis mis à étudier un peu plus sur la répartition des gens qui s'occupent de l'industrie agroalimentaire et je viens de découvrir, en fait, il y a un grand écart, presque la loi de puissance, qui est incité par l'économie. Et donc à droite en bas, on a bien sûr une consolidation vers l'échelle grande avec la monoculture parce que c'est plus maîtrisable et ça revient au profit au niveau de l'entreprise. Donc si on compte sur le marché pour la production et la distribution des produits agricoles, on est forcé d'aller à la monoculture à grande échelle. Alors que la réalité du monde, surtout par rapport à la population qui s'engage dans la production alimentaire, c'est du côté à gauche. Ce sont des petits paysans, souvent travaillant moins de 5 hectares, qui occupent plus de 90% des fermes par nombre. Et c'est immense, mais ça ne se voit pas beaucoup parce que ces gens-là sont laissés derrière le développement, alors que par exemple au Japon, notre paysan travaille presque tout à petite échelle, sauf sur une île Hokkaido qui est au nord, qu'on travaille à l'échelle moyenne de 20 hectares, mais pas plus. Alors que dans le tiers-monde, par exemple en Afrique, en Inde, en Chine, en Indonésie, on a surtout ces petits paysans qui travaillent et ils sont nombreux et produisent beaucoup de choses et surtout par rapport à la souveraineté alimentaire, ce sont la majorité des gens et bien sûr par rapport au SDG, ce sont des gens qui sont laissés derrière le développement. Il y a moins d'investissement de business par rapport au secteur de monoculture et il y a moins d'efforts de recherche et de développement non plus parce que c'est trop divers et c'est très complexe. Et alors que ces gens-là ne sont pas les protecteurs de biodiversité, eux aussi, ils détruisent beaucoup. Parce que, en gros, même si c'est à petite échelle, ils font la monoculture en mosaïque à petite échelle. Et donc, c'est pas forcément basé sur l'organisation sous-jacente de l'écosystème naturel. Alors, pour pallier à ce déclin de biodiversité et refaire, disons, le mode d'agriculture à l'échelle historique, et aussi engager ces petits producteurs qui sont la majorité
et nombreux secteurs de production alimentaire. Je ne dirais même pas secteur agricole parce que ce n'est plus durable. Mais quand on pense de refaire la production alimentaire, il faut engager ces gens, reconvertir même euh, à la pratique qui crée la nature et qui est fondée sur la biodiversité. Et voici le concept de la synécoculture. Je parlerai de l'étymologie un peu après, mais il s'agit de système de production alimentaire basé sur la science du système complexe. Et ce système est basé sur un haut niveau de biodiversité. Donc normalement on utilise euh, à peu près 200 espèces de plantes utiles sur 1000 mètres carrés. Donc c'est à petite échelle, mais très divers, hautement divers, que la plupart des autres modalités de culture dites naturelles, organiques, bio, d'autres modes de culture, permaculture, qui est censé être durable. Donc, ceci est vraiment une approche scientifique qui prend en compte de la complexité naturelle de la nature, mais qui dépasse ce niveau au-delà de l'état naturel pour exercer leur plein fonctionnement à multi-échelle. Donc, il s'agit de services écosystémiques, donc non seulement la provision des aliments, des produits, mais aussi le contrôle des climats microscopiques ou le contrôle de pathogènes, donc la suppression de pathogènes, des virus comme des bactéries, etc. Et aussi le contrôle de cycle d'eau, la fixation de carbone et d'azote, et qui résulte à la réparation de cycles écologiques naturels et aussi la réparation de notre santé qui est liée entre notre corps et l'écosystème. Et la raison que on puisse faire, c'est qu'il est basé sur le processus de l'auto-organisation, ce qui est bien connu dans le champ du système complexe, mais traditionnellement c'était connu comme la succession écologique dans le domaine d'écologie. Alors quand il y a suffisamment de la température de l'eau et de l'ensoleillement, on sait qu'à partir des interactions de plusieurs espèces, l'écosystème se développe à partir du champ des petites herbes qui se développent au champ des arbustes. Enfin, ça dépend de la température et de la condition de niche écologique que cet environnement peut procurer, mais qui se développe à une forêt, par exemple, qui préfère le soleil en premier lieu, mais qui s'enchaîne à avoir des abris, des arbres qui tolèrent à l'ombre. Donc voici en fait une image typique de succession écologique en bas de l'état naturel. Et la synécoculture, on essaye d'accélérer ce processus en ajoutant beaucoup de plantes utiles, comme les légumes, les arbres fruitiers, les plantes médicinales, les espèces fourragères, pour remplacer d'une partie de fonctionnement des espèces naturelles. Donc au niveau des espèces, ça change beaucoup, mais au niveau de fonctionnement, ça augmente. Et ça accélère et ça devient plus dense, plus riche et qui est accessible à notre utilité sociale, culturelle et même économique. Et j'explique ici une petite étymologie concernant l'utilisation de mots synécoculture. Donc c'est un néologisme, mais qui est basé sur l'emploi traditionnel du mot synécologie. Alors au début du XXe siècle, les disciplines dans l'écologie sont divisées en deux. Et premièrement, il y avait l'auto-écologie, donc à gauche, donc qui étudie la relation d'une seule espèce par rapport à l'environnement, qui est liée à notre industrie de monoculture. Donc c'est une écologie, mais bien simplifiée. Mais à l'époque, c'était déjà bien complexe. Alors, à droite, il y a la synécologie, donc c'est le mot qui était proposé par un botaniste suisse en 1902, qui étudie l'ensemble de communautés, qui comprend plusieurs
espèces des plantes, des animaux, des microbes, mais on ne le voit pas, en relation avec l'environnement. Et tout ça dans le système dynamique en constant changement. Et la synécoculture repose justement sur cette synécologie que traditionnellement ce sont les écologistes américains en Floride surtout qui ont beaucoup travaillé sur ce concept et qui a développé le champ de l'écologie de communauté. Donc la synécologie c'est euh, le synonyme moderne de la synécologie c'est l'écologie de communauté. Et comme c'est trop long de dire, l'agriculture basée sur l'écologie de communauté, j'appelle simplement l'agriculture synécologique, plus simplement la synécoculture. Oui, et cette conception de synécoculture est venue pendant la dernière année de ma thèse au CREA, quand j'ai étudié plusieurs systèmes dynamiques à l'échelle de l'embryon et de réseaux neuronaux et de réseaux sociaux. Et là, j'ai fait juste le lien avec le réseau neuronal parce que c'est là que j'ai le plus d'inspiration. Euh, alors, en ce qui concerne le réseau neuronal, c'est le système dynamique, donc c'est le système déterministe. Et il y a certaines typologies dynamiques, par exemple le point fixe qui converge à un point stable et ça ne change pas. Donc il y a la stabilité, on ajoute la perturbation à ce point stable et ça revient à ce point stable. Et deuxièmement, c'est le cycle limite, c'est-à-dire la dynamique circule entre les nombres d'états à déterminer. Donc ça peut être le cycle de 2, 4, n'importe quel nombre, mais limité. C'est comme notre système solaire. Donc il a les planètes qui circulent d'une manière périodique, mais jamais ça va dévier. Enfin, on croit que ça ne va pas dévier. Et troisièmement, c'est le chaos. Donc la dynamique chaotique, c'est généré par les interactions complètement déterministes, mais qu'on ne peut pas vraiment prédire euh, le futur à long terme. Et c'est ça qui est intéressant pour concevoir le mécanisme de notre conscience, par exemple, qui est généré quand même de réseau neuronal, mais qui échappe de n'importe quel modèle de prédiction. Et pareil, quand on pense de l'écologie, il y a bien sûr le point fixe qui correspond plus ou moins à la monoculture, et le cycle limite qui pourrait correspondre à la rotation, par exemple la dynamique cyclique de la nature qui répète, par exemple la végétation en savane, ça dépend de la saison, mais ça fait le cycle limite. Donc pendant la saison sèche, il y a moins d'arbres, il y a moins de verdure, donc ça fane beaucoup, mais ça reste dans un état un peu dormant, mais qui survit encore en tant qu'écosystème. Alors que pendant la saison pluvieuse, on a la régénération euh, vraiment dynamique de l'écosystème qui atteint un certain niveau de formation forestière, mais qui ne va pas totalement couvrir comme euh, ça ne va pas développer une jungle et ça ne va pas rester. Ce niveau de biomasse, ça va de nouveau être euh, perdu par l'arrivée de la saison sèche. Donc c'est vraiment le cycle limite. Et après, tout le processus de la succession naturelle, écologique, il y a aussi du côté du chaos. Donc c'est très difficile de prédire ce qui se passe. Il y a même les données et l'analyse de stabilité qui indiquent que dans l'écosystème, il y a le chaos inhérent. C'est très. Ça génère de l'interaction interne de l'écosystème. C'est inné dans l'écosystème au cours de l'évolution et qu'on ne peut pas vraiment estimer quelle plante sera favorisée au niveau de croissance à long terme. Donc il y a cette dynamique de chaos qu'on n'a pas encore intégrée dans l'agroécologie. Et justement, la synécoculture, c'est une formalisation scientifique de utiliser le bénéfice du chaos. Il y a beaucoup d'instabilité et beaucoup de fluctuations, mais nous allons voir dans les prochaines, dans les diapos suivantes que cette fluctuation qui vient du chaos, ça sert à beaucoup de choses dans l'agroécologie.
Alors, comme premier cible, euh, après ma thèse, j'étais au Japon, mais j'ai mes cibles au tiers-monde, c'est-à-dire dans les pays africains, en Inde, en Chine, dans l'Asie du Sud-Est, aussi en Amérique latine. Et pendant ces derniers 15 ans, on a déjà beaucoup travaillé dans les pays africains, en Chine, au Japon, dans l'Asie du Sud-Est, surtout en Indonésie et en Équateur. Et on est en train de faire un projet au Pérou, en Amérique latine. Mais euh, pour un peu économiser le temps, je vais juste parler des résultats en Afrique, surtout au Burkina Faso, qui résument à peu près toutes les vertus de faire la synécoculture dans ces zones semi-arides. Alors voici quelques photos que j'ai prises, c'est vraiment au bord de Sahara, mais ce désert n'est pas parfaitement naturel. C'est aussi le résultat de défrichements traditionnels de leur mode de vie avec le pâturage. Et aussi le défrichement qui est pour la production alimentaire de manière traditionnelle. Mais quand on dit l'agriculture traditionnelle, c'est assez monoculturel et même à petite échelle, ça dévaste en fait l'écosystème, comme vous voyez ici dans cette image. Et, alors, la première chose qu'on a fait, c'est de réquisitionner ce terrain. Donc, on a acheté le terrain qui est désertifié et, en collaboration avec l'ONG locale. On a récolté 150 espèces des plantes qui sont utilisées dans leur tradition. Donc on a trouvé les semences localement. L'idée c'est de faire vraiment toutes les choses localement sans dépendre des inputs, des matériaux de l'extérieur. Donc ça c'est la première image de plantation des 150 espèces de semences et des plants qui sont bien sûr les plantes utiles en quelque sorte dans leur tradition. Et voici le résultat au bout de 3 ans. Donc à gauche, c'est la zone de référence, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On a juste mis la palissade et puis à l'abri de toutes les interventions humaines et des animaux, des grands animaux, on a laissé le champ se développer soi-même. Et vous verrez bien qu'au bout de 3 ans, c'est encore le terrain nu. C'est-à-dire que pendant la saison sèche, il n'y a pas de gouttes de pluie. Il n'y a pas d'une goutte de pluie, donc il n'y a pas de régénération. Et pendant la saison pluvieuse non plus, parce que il y a la pluie, il y a la pluviométrie intéressante, mais ça arrive en courte durée, c'est-à-dire que ça érode beaucoup la surface. Et on ne peut pas espérer la germination spontanée non plus. Donc, même après 3 cycles, 3 ans de saison pluvieuse et sèche, on trouve toujours ce terrain désertifié. Alors qu'à droite, à partir des 150 espèces des plantes utiles qu'on a mis, ça se développe à un écosystème complet et multistrate, donc qui peut absorber la pluie forte, mais aussi résister à la sécheresse pendant la saison sèche. Et bien sûr, on a irrigué le terrain à droite, donc de la synécoculture, mais cette irrigation n'a pas baissé la table d'eau depuis, donc c'est-à-dire le cycle d'eau est bien rétabli, et plus qu'on arrosait les plantes, beaucoup plus que l'arrosage, on a eu la récolte, c'est-à-dire il a vraiment l'effet de levier pour l'utilisation de l'eau. Alors parfois on parle de économiser l'utilisation judicieuse de l'eau, ce qui n'est pas faux, mais dans cette sorte d'écosystème semi-aride, on peut aussi concevoir le système qui renforce le cycle d'eau, c'est-à-dire on consomme plus d'eau, mais on a vraiment l'effet non linéaire, c'est-à-dire on a la synergie de cette utilisation d'eau qui donne l'émergence à cet écosystème multistrate et qui soutient la vie des peuples ici. Quelques images en gros plan de sol qui s'est développé à partir de l'état vraiment sableux de gauche au bout de 3 ans, l'état à droite qui comprend beaucoup de matière organique et forcément il doit y avoir beaucoup d'activités microbiennes et qui est assez difficile à mesurer en Afrique, mais on a quelques expériences pareilles au Japon qui indiquent beaucoup de diversité et activité de microbes de sol. On verra ça après. Et tout ça juste au bout de 3 ans. Donc on peut assez
en fait rétablir le sol tout en utilisant juste les semences et les plants des plantes et une irrigation bien sûr, mais sans dépendre de matériel extérieur, c'est-à-dire que on n'a jamais utilisé les matières organiques qui viennent de l'extérieur de ce champ, y compris le compostage organique. On a fait juste pousser plusieurs sortes de plantes sur place et on a recyclé ces matières organiques sur place. Donc c'est vraiment le système autonome qui est basé sur l'ensemble des interactions qui s'auto-organisent en fait de manière système complexe. C'est pas vraiment les inputs de l'extérieur qui ont soutenu ce système. On a eu le rendement vraiment intéressant qui dépasse en moyenne à peu près 100 fois plus que les chiffres conventionnels qui viennent des données de la FAO. Et c'est aussi parce qu'on a aussi soutenu l'accès au marché local. Et tous ces recos, ça vient de notre petit champ de 500 mètres carrés et, qui correspond beaucoup plus que ce qu'on peut espérer par rapport aux autres travails et qui est accessible sur place. Donc c'est un manque de travail qui est vraiment un problème sérieux, qui aussi déstabilise la société. On a beaucoup de soucis de sécurité dans cette région. C'est à cause de manque de l'accès au travail, donc de l'économie stable. Mais ce système-là, ça peut commencer vraiment de terrain nu avec les plantes utiles disponibles sur place. Il faut aussi le point d'eau, mais si tout ça est géré avec l'accès de marché, on peut avoir le travail vraiment juste, avec le travail physique léger, c'est le travail physique à la main, mais très léger, euh, qui permet en fait à la population locale de subsister. Donc à partir de 10 mètres carrés de terrain de snécoculture, euh, on peut, euh, on peut en fait on pouvait produire le salaire minimum pour vivre dans la capitale, donc à Ouagadougou. Donc au lieu de migrer dans la cité et de faire le travail, on peut totalement rester dans la zone rurale, faire la synécoculture, avoir le même niveau de vie économique. Donc tout cela c'est publié déjà dans les articles avec les données. Donc si vous avez l'intérêt, veuillez référer à ces articles. Alors, le mystère de cet haut niveau de productivité, ça repose sur la loi de puissance que j'ai dessinée à gauche. Donc, quand on parle de productivité, c'est la valeur moyenne qui est intéressant, mais c'est dans le paradigme de culture conventionnelle ou de la monoculture qui est à droite. Donc, ça suit la loi normale, donc la distribution normale, qu'il y a plus de fréquence au niveau de la valeur moyenne. Ça, c'est ce qu'on observe dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Alors que dans l'écosystème naturel, ce qui est à gauche, c'est la loi de puissance. Et, c'est à travers les interactions multiplicatives, donc les interactions entre les espèces euh, qui favorisent ou défavorisent la croissance d'autres espèces, qui sont multipliées, amplifiées à travers ces enchaînements des interactions et qui donnent émergence à cette loi de puissance. Et aussi, on observe la même loi dans l'économie, dans la répartition euh, des salaires, par exemple, d'un système économique, on observe la même loi. Et, ce que je veux dire ici, c'est que parce que on a maintenu la grande diversité dans le champ, et grâce à ces interactions qui se passent dans cette diversité, on observe l'émergence de cette loi de puissance qui fluctue beaucoup, mais qui donne beaucoup plus de productivité qu'on peut espérer avec la monoculture dans cette région de Sahel. Et, il y a ces données actuelles qui indiquent que avec la loi de puissance, donc ici c'est affiché d'une manière de la longue traîne, comme la vente de Amazon. Euh, et il y a beaucoup de petits racontes qui se passent tous les jours. Donc on peut bien sûr espérer d'avoir chaque jour des récoltes, mais ce sont petits. Et par contre,
à droite en bas, on a des petites occurrences peu fréquentes des récoltes massives, ce qui est le cas par exemple de Moringa. Donc c'est un arbre qu'on peut en fait récolter beaucoup à un moment donné, mais pas tous les jours. Donc il y a cette différence de fréquence de récolte et la quantité de récolte qui sont négativement corrélées et qui donnent beaucoup de fluctuations, mais aussi ça fait maintenir la diversité et par comme l'ensemble des récoltes, il y a beaucoup plus de récoltes par rapport à la valeur moyenne. Et d'autres propriétés vraiment intéressantes par rapport à la variation, par rapport à la réponse à la variation de l'environnement, c'est que quand il y a beaucoup de fluctuations météorologiques, c'est-à-dire euh, quand la température fluctue beaucoup pendant les 2 semaines précédentes de récolte, on a en fait beaucoup plus de récoltes variées et aussi en quantité. Donc ici, avec le fond rouge, j'indique la corrélation positive entre la diversité des produits et comme l'axe horizontal, ce sont les fluctuations pendant les 2 semaines précédant la récolte de chaque récolte et, et qui fluctuent beaucoup quand il y a beaucoup de récoltes. Donc, par rapport à la valeur moyenne qui reste incorrélée avec euh, les variétés de récolte, quand on a la fluctuation, donc le météo anormal, c'est même pas saisonnière, c'est juste la variance ou la fluctuation météorologique qui donne plus de variétés de récolte, plus de quantité. Donc c'est vraiment le bénéfice de synécoculture parce que normalement avec la monoculture on a la tendance exactement au contraire, c'est-à-dire quand ça fluctue beaucoup, quand il y a l'aléa météorologique, normalement, c'est la faillite de culture en monoculture. On produit moins. Mais alors que la synécoculture, quand il y a beaucoup de variations, on produit beaucoup plus varié parce qu'il y a une auto-adaptation que je pense qui vient de raison de survie, la sélection naturelle à l'échelle évolutionnaire. Donc plusieurs plantes commencent à réagir et à reformer la portefeuille de productivité. Donc c'est un peu comme l'investissement dans les marchés des actions. Quand il y a une grande variété dans votre portefeuille, vous pouvez en profiter de fluctuations de marché pour en tirer plus de profit. Donc c'est peut-être pareil pour l'agroécologie, c'est que quand il y a beaucoup de diversité dans votre champ qui s'auto-organise, ça c'est important, c'est pas que vous ayez une vingtaine d'espèces de monoculture, mais d'une manière qui s'auto-organise, qui s'interagissent, ça donne la réaction positive à la fluctuation météorologique. Et c'est important de savoir que on ne peut pas espérer ce genre d'effet positif si la diversité est faible. Donc ici, on montre euh, le bénéfice et le coût. Et on regarde bien que à partir de 20 espèces, donc après plus de 20 espèces, 30 espèces, pour la cote de chaque mois, on a en fait l'effet positif de la biodiversité. C'est-à-dire que si c'est moins de 20 espèces, on n'observe pas cet effet positif, même à la synécoculture. Et, et bien sûr, beaucoup moins de coûts par rapport au coût investi. Quand il y a plus de récoltes mensuelles, on y observe il y a moins de coûts qui étaient investis. Donc, investir à la biodiversité, donc au moins la diversité de cultures, c'est vraiment efficace à la synécoculture. On peut baisser les coûts, on peut augmenter la productivité. Et bien que ça fluctue beaucoup grâce à la loi de puissance, c'est quand même raisonnable de dire qu'on a beaucoup plus de profit par rapport au coût investi et donc c'est plus euh, efficace, même économiquement, par rapport à l'agriculture conventionnelle, au moins dans ces zones euh, de Sahel, comme au Burkina Faso. Euh, Ici, je résume un peu toutes les théories agronomiques et écologiques qui n'ont été jamais intégrées. Donc, j'ai lu à peu près 200 articles
explique le rendement élevé par l'effet de polyculture. Et en fait, dans tous les champs, dans toutes les théories de l'agronomie et de l'écologie, on parle euh, de surrendement, donc overyielding en anglais, surrendement, qui est l'effet de polyculture. Donc les agronomistes savent déjà que la polyculture performe mieux que la monoculture, alors que euh, à l'échelle industrielle, c'est difficile de maîtriser la polyculture. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie toujours à la monoculture pour la production massive, surtout pour les céréales. Euh, mais au niveau théorique, on sait déjà que la polyculture, et surtout la polyculture mixée, ça performe beaucoup plus que la monoculture. Donc ici, j'explique comment la synécoculture peut dépasser la performance de monoculture à l'échelle comparable à ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et on développe aussi les outils informatiques, l'intelligence artificielle pour bien maîtriser ce champ. Ici, c'est une interface de réseau complexe pour modéliser en fait et pour contrôler le réseau écologique qui se passe dans le champ de synécoculture. Alors, au milieu, on a le réseau écologique, donc les nœuds représentent les espèces introduites et à partir duquel on essaye d'associer les espèces à droite qui ont le degré de centralité important. Donc les espèces qui ont beaucoup plus d'interactions avec d'autres espèces et donc qui sont censées stabiliser le réseau écologique à travers ces interactions diverses, soit compétitives ou symbiotiques. Euh, à travers la diversification qui dépasse au-delà de l'état naturel, on essaie de stabiliser la culture, on essaie d'avoir plus de résistance et la résilience face à l'imprévu de l'environnement. On a aussi l'intelligence artificielle qui peut détecter le niveau de diversité dans le champ et combien la synécoculture est bien pratiquée. Donc il s'agit de l'intégration des connaissances des experts avec les traits d'image qui sont détectés par l'algorithme de machine learning. Donc on fait l'association des connaissances experts à partir d'images. Les experts évaluent quelle partie est plus euh, et, et quelles parties de cette image euh, sont plus conformes aux critères de synécoculture, est-ce que c'est bien réalisé ou pas. Donc ça indique avec la couleur verte et rouge, et par rapport auquel on essaye de corréler les traits d'image qui sont analysés d'une manière objective par l'algorithme. Et on essaye de associer les traits d'image avec les connaissances d'experts qui donnent naissance à l'intelligence artificielle, que sans ces experts, que l'intelligence artificielle même peut juger combien le champ réalise le concept de synécoculture ou pas. C'est toujours avec le gradient vert et rouge. Et comme ça, on peut étendre en fait l'échelle de notre champ à partir de petites échelles qui demandent beaucoup de travail manuel et des experts à l'échelle moyenne, par exemple, qu'on peut juste utiliser le drone pour avoir le bilan rapide, pour ensuite donner la direction aux paysans d'aller directement à ce point d'intervention et faire le mieux pour maîtriser le champ. Et à droite, on a le modèle en 3D, donc c'est le Digital Twin pour partager la connaissance qui était repérée dans le champ. Alors, bien qu'on a le langage qui nous permet de communiquer, c'est pas vraiment confortable de chaque fois parler des choses spatiales, temporelles et aussi qui dépendent beaucoup de noms d'espèces qui n'est pas forcément maîtrisable à tout le monde. C'est-à-dire, si on a plus de 500 espèces de plantes, déjà de mémoriser ça, ça donne beaucoup de travail, alors qu'avec ces modèles de 3D, on peut facilement visualiser en mettant les tags enfin, à la manière de réalité virtuelle, même en utilisant la réalité augmentée superposée dans le champ. Ça facilite la communication et même à distance. Donc on a aussi fait la consultation en utilisant cette plateforme visuelle de 3D.
Voilà, tous ces résultats scientifiques et développements de technologie ont été partagés à travers ces 10 dernières années par les 6 forats africains sur la synécoculture. Ce sont les conférences nationales que j'ai organisées grâce au soutien de Sony CSL et au soutien logistique de CSTC et avec la fondation de CARFS. Donc, c'est une ONG qu'on a fondée sur place avec les gens qui sont intéressés au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on compte plus de 70 fermes rien que dans l'Afrique subsaharienne. On a plusieurs engagements qui viennent des Nations Unies, du gouvernement local, du fonds de gouvernement local, beaucoup de soutien ministère des pays africains et toujours sur le soutien logistique d'UNESCO UNIFI. Voilà, quelques photos de champs de synécoculture qu'ils ont postées eux-mêmes sur Facebook. Donc, si vous avez l'intérêt, vous pouvez aller chercher. Ça me fait vraiment plaisir de regarder leur visage qui est rempli d'émotions, aussi de dignité. Donc, la production alimentaire, c'est pas seulement le sujet économique. Bien sûr, il s'agit de la souveraineté alimentaire qui est fortement liée à notre dignité. Donc, de ne pas dépendre à l'extérieur et de refaire leur terrain avec leurs propres moyens, avec leurs propres mains. C'est quelque chose reste vraiment un noyau de notre humanité, si vous voulez. Là, je vois vraiment le visage de dignité entre eux. Ensuite, je vais rapidement parler de côté urbain parce que, comme j'ai parlé au début, la zone rurale et urbaine, c'est fortement lié. Et comme on a l'habitation concentrée dans la cité, on est obligé de produire plus dans la zone rurale, ainsi de transporter. Mais si on peut, bien sûr, produire quelque chose dans la cité, ça euh, contribue à amortir un peu la situation, améliorer. Et puis, ça fait aussi ça a l'effet sur la santé que je voudrais un peu creuser dans le reste de cette présentation. Donc, ça, c'est une expérience qu'on a commencé sur la toiture verte de Roppongi, au milieu de Tokyo. Bon, donc, c'est vraiment une métropole. Et ici, il y a la terre avec épaisseur de 1 mètre. C'est parce qu'on a beaucoup de tremblements de terre à Tokyo. On doit mettre un contrepoids en haut de bâtiment, ce qui est la terre avec épaisseur ici. Donc on a profité de cet environnement de planter 150 espèces à 200 espèces comestibles par an. Et on fait aussi l'expérience de bac. Donc à droite, on a ce qu'on appelle le portail Syneco, Syneco Portal, que c'est la taille d'une grande table, mais qui comprend plus de 50 espèces annuellement et qui peut servir bien sûr aussi comme l'écosystème augmenté. Et ce qu'on a fait ici, c'est vraiment de maîtriser plusieurs métriques de complexité, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans le milieu urbain, c'est tout à fait nouveau comme écosystème. Déjà, on a beaucoup détruit pour en faire la cité sur cet endroit. Donc, quand on refait la biodiversité, on peut espérer beaucoup plus que l'écosystème, ce qui était en avant. Bien sûr, on respecte que les espèces invasives ne soient pas introduites. Donc, on a tous ces critères de sécurité. Mais à part ça, on essaye de maximiser la diversité ici par ces 3 critères. Donc, premièrement, on veut que notre écosystème soit le plus divers possible. Ça s'appelle la diversité alpha. Et en même temps, on veut que cette diversité soit différente des autres écosystèmes. C'est-à-dire, on ne peut pas implanter les mêmes écosystèmes aussi divers, mais toujours avec les mêmes espèces en grande surface. Ça réduit en fait la diversité par rapport à l'échelle spatiale. Donc, quand on implémente l'écosystème nouveau, on essaye de diversifier
des écosystèmes existants. Ça s'appelle la diversité bêta. Et aussi, non seulement les nombres des espèces, mais leur interaction compte pour l'auto-organisation. Et ça, c'est la mesure de centralité qui représente bien le degré des interactions entre ces espèces. Donc, toutes ces trois mesures sont généralement un compromis. Donc, on a résolu grâce au calcul algorithmique et qui donne un, nouvel ensemble des espèces qui sont à la fois divers et différemment divers et qui s'interagissent beaucoup mieux que la plupart d'autres ensembles des espèces. Euh, Quelques résultats qu'on a eus, c'est que c'était intéressant de savoir que même si on travaille juste sur les espèces des plantes, donc le choix qui était fait par l'algorithme était basé sur les bases de données des interactions des plantes, mais comme l'effet d'implémentation, on a eu beaucoup de diversité des microbes du sol. Donc par rapport au degré de diversité, mais aussi de l'activité actuelle de ces microbes, on a eu beaucoup plus de scores comparant à l'état naturel. Donc, même si c'est le sol au milieu de la cité, on peut en fait produire le sol plus riche en diversité, en activité de microbes, beaucoup plus que l'état naturel. Donc, ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire parce qu'on n'a pas besoin d'aller habiter dans la nature pour s'exposer des microbes bénéfiques, mais on peut en créer dans notre jardin, dans notre toiture, avec l'infrastructure verte. Et c'est tout à fait contrôlable, donc reproduisible, qu'on peut espérer beaucoup de profit à travers les interactions microbiennes. Au niveau de produits, on a observé beaucoup de différences de phytochimiques. Donc, il s'agit des principes actifs du thé vert de synécoculture et du thé vert de manière conventionnelle, donc de la monoculture, affichés sur le métabolite basique des eucaryotes. Donc, ce sont les chemins de réaction biochimique qui se passent dans notre corps, dans notre cellule. Et avec les points jaunes, ce sont les composants phytochimiques qu'on a eu beaucoup d'expressions dans le thé vert de synécoculture. Et ce qui est un cercle bleu, ce sont les principes actifs du thé monoculturel. Donc ça change vraiment le contenu. Et à partir de ce schéma, on ne peut pas tout de suite dire l'effet sur la santé, mais au niveau de profil de ces phytochimiques, il y a beaucoup plus de phytochimiques qui sont enregistrés comme l'effet, avec l'effet protecteur de la santé qui était expressionné dans le thé de synécoculture. Donc, tous ensemble, on a fait le test avec un centre de rééducation, toujours à Tokyo. On a fait un petit terrain comme ça, avec beaucoup d'espèces, et on a fait une partie de programme de rééducation euh, pour les gens âgés qui ont le problème de démence, de Parkinson, d'Alzheimer. Et on a eu le test clinique, donc de score sensorimotrice. Aussi, on a fait la prise de sang pour détecter le niveau de stress. Et en fait, au niveau de performance cognitive moteur, on a eu l'amélioration de démence, ce qui est assez exceptionnel. Parce que la démence, normalement, on peut ralentir la progression par les drogues, mais par le traitement pharmaceutique, mais on ne peut pas vraiment améliorer la situation, c'est très rare. Mais dans notre système, on n'a pas vraiment changé le programme d'éradication, mais c'est juste faisant partie de l'activité de créer un écosystème augmenté, comme la synécoculture, et aussi parfois prendre les récoltes sur place, et aussi faire l'exercice et petit exercice cognitif et aussi physique sur place, donc dans le champ, de se faire exposer à cet environnement. Donc au niveau de visuel, ça change déjà la scène et aussi l'interaction sociale a beaucoup changé. Donc c'est plus facile
à se communiquer dans cet environnement. Et aussi, il a l'exposure à- aux microbes qui est censé donner l'effet bénéfique selon d'autres études qui fait le lien entre les microbes du sol et le microbe intestinal. Donc tout cela ensemble, il paraît qu'on a eu un bon résultat pour l'amélioration et on est en train de systématiser comme un nouveau système de rééducation. Et surtout quand on a la population vieillissante au Japon comme en France, euh, ce genre de traitement basé non seulement sur le système social mais écologique va être vraiment le noyau de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit développer comme l'industrie, pas forcément médicinale, mais de care, de soins, qui rapporte beaucoup indirectement, économiquement aussi. Donc, on essaye de combiner ces deux aspects de biodiversité. Donc, premièrement, au niveau écologique, on essaye de diversifier l'écosystème de l'état de danger au niveau euh, plus diversifié, c'est-à-dire que l'écosystème même, ça doit être stable et que ça donne beaucoup d'interactions qui s'auto-organisent et qui se développent à soi et ainsi d'utiliser le bénéfice de cet écosystème augmenté par rapport à l'alimentation, mais aussi l'exercice, donc un peu le contact direct dans le champ, ce qui était le cas de la rééducation. Donc on fait ce modèle combiné, on fait en même temps la recherche et le business. Voilà, donc ce que je voulais proposer dans cet exposé, c'est d'abord l'appréciation de l'écosystème naturel qui se développe avec la puissance de notre organisation. Ça, c'est vraiment important pour maintenir notre biosphère comme elle a été évoluée à travers des milliards d'années de l'évolution sur Terre. Donc, il faut vraiment conserver et protéger, régénérer. Et en même temps, la protection de la nature à l'état de présent euh, n'est pas suffisant pour faire face au changement climatique et surtout au changement structurel de notre société. Là, il faut vraiment qu'on conçoit un nouveau système, donc une nouvelle interface qu'on appelle l'écosystème augmenté. C'est là que l'activité humaine affecte positivement l'organisation naturelle. Donc, grâce à notre intervention, le terrain désertifié au Burkina Faso est redevenu un terrain fertile. On a aussi d'autres projets avec la photovoltaïque, que sur le photovoltaïque, on peut cultiver des choses avec la synécoculture et qui contribuent positivement à l'efficacité de production énergétique. Et du côté de la cité, on doit en fait remplacer beaucoup d'infrastructures grises, donc avec le béton et l'asphalte, tout ce qui est matière issue de l'industrie lourde, par l'infrastructure verte, donc avec l'écosystème et leur fonctionnement. Et tout ça parce qu'on est face au changement climatique lié à notre mode de vie conventionnel et que on a à peu près la moitié de PIB qui est un risque de péril à cause des perturbations qui viennent de systèmes naturels, c'est-à-dire il y a la chaleur, bien sûr, il y a la canicule, il y a l'inondation et la sécheresse qui affectent beaucoup la production agricole. Et comme conséquence, ça gêne beaucoup l'activité au milieu urbain aussi. Et donc 44% de PIB sont d'un risque de perte, euh, même dans la cité. Et pour pallier à ces risques, il faut vraiment augmenter la proportion de l'infrastructure verte au lieu de produire plus avec des matériaux artificiels. Et en même temps, il faut commencer à intervenir au niveau de soins et de la santé au lieu d'épuiser l'écosystème naturel pour faire la médication pour les plus riches du monde. Et il faut que on s'occupe des plus vulnérables, mais partant de l'interaction avec l'écosystème. Et pour cela, l'écosystème augmenté pour faire une interface assez compréhensive. Donc,
ça implique beaucoup plus de gens, ça demande beaucoup plus d'interaction sociale, mais tout ça pour refaire la société avec solidarité, et surtout avec le bénéfice multipotentiel qui vient de l'auto-organisation d'écosystèmes. Et j'ai pas beaucoup parlé de l'éducation, mais effectivement, l'éducation doit aussi prendre en compte des possibilités de l'écosystème augmenté parce que euh, chaque année, on a des enfants qui vont à l'école, mais il n'y a pas de contribution à la biodiversité. Alors que si on utilise, si on crée à chaque école, à chaque lycée, à chaque université, l'écosystème augmenté, et s'en servir pour faire la vraie éducation écologique et même civilisationnelle, donc partant de l'auto-organisation d'écosystèmes, on peut étudier la science de complexité, aussi tous les ingénieries qui va avec pour maintenir ces écosystèmes et le mode de vie décentralisé dans la société, la technologie de communication. Tout cela rentre en jeu dans l'éducation et bien former les jeunes générations qui soient conscients de problèmes de la durabilité et qui, euh, qui peut aussi être créatif pour concevoir la nouvelle génération, euh, non seulement de production alimentaire, mais de leur mode de vie en général. Donc, quand on n'a que le choix de monoculture, on est obligé de choisir quelque part entre le compromis entre la monoculture et l'état naturel d'écosystème. Mais quand on a cette idée d'écosystème augmenté, c'est une nouvelle dimension qui dépasse l'état naturel. Donc, avec ces deux bouts de monoculture et l'écosystème augmenté, avec l'écosystème naturel au milieu, on a effectivement le choix libre entre ces différentes coordonnées et que je trouve c'est vraiment nécessaire comme l'information de base pour améliorer et même refaire la civilisation. Voilà, aujourd'hui on consomme à peu près 1,7 fois plus de ce qui est permis de régénérer par cette planète même. Donc on a beaucoup dépassé ce seuil, donc on sait pas quand ça arrive l'effondrement global d'écosystème, il faut faire quelque chose. Et, justement, ce rapport de Dasgupta, qui est adopté par le gouvernement britannique, démontre que si on s'appuie sur l'innovation, donc la technologie qui donne l'efficacité de la conversion de ressources naturelles pour le besoin humain, il faut accélérer 3 fois plus. Et ce qui paraît impossible, même Dasgupta dit que c'est impossible de réaliser. Peut-être ce haut niveau d'efficacité était présent dans une industrie très limitée, à l'air très limitée comme euh, le domaine de semi-conducteurs au Japon en 1960 par exemple, mais pas plus. Alors que si on s'appuie sur cette super innovation, il faut le réaliser dans tous les pays, dans tous les domaines industriels, dans toutes les régions, ce qui est littéralement impossible. Alors, ce que je propose plutôt, c'est de s'appuyer sur l'écosystème augmenté et d'autres euh, euh, d'autres incitations qui reposent sur le scénario positif pour la nature. Donc, en ce cas, il suffit de convertir chaque année 2% à 4% de notre PIB à une manière positive à la nature. Et au bout de 10 ans à 20 ans, ça rentre dans c'est le seuil d'une planète, c'est-à-dire le fardeau total environnemental que génère l'activité humaine, ça ne dépasse pas le seuil d'une seule planète. Et à cet égard, on a vraiment la société et l'écosystème qui reste durable pendant au moins pour les prochains siècles. Alors qu'à l'état présent, c'est même pas sûr de ça. Voilà, c'est un peu la fin de l'exposé que j'ai peut-être parlé un peu à l'aise, trop plus long, beaucoup plus long ce que j'ai fait pendant la présentation à l'ISC. Mais j'espère que ça a été assez complet pour comprendre un peu ce que j'ai fait parce que je parle normalement en anglais, donc je fais pas souvent la présentation en français, donc j'ai profité de cette occasion. Et justement, pour ceux qui veulent savoir, il y a ces articles capitaux pour
comprendre ce que c'est l'écosystème augmenté et la performance de Synecoculture. C'est assez complet, donc je vous invite à découvrir tous ces articles. Et récemment, je suis devenu directeur de recherche au sein de labo de Sony CSL et qui s'appelle Transboundary Research Lab. Et l'idée, c'est vraiment euh, lancer des grands projets ambitieux, mais qui peuvent vraiment impacter la planète. Et c'est en fait la réponse à la tendance récente de Moonshot qui s'appuie sur une haute technologie et qui peut affecter le monde d'une manière industrielle, économique. Mais une fois qu'on a la technologie qui nous permet de atterrir sur la Lune, je trouve que c'est le moment de revoir notre Terre qui se lève de l'horizon, c'est-à-dire c'est l'image de lever de la Terre et qui nous fait penser à l'optimisation globale. Donc non seulement de s'appuyer sur le moonshot qui nous permet de faire quelque chose vraiment qui dépasse notre histoire, mais en même temps il faut penser à l'entièreté de la société, à l'entièreté de l'écosystème pour que ça soit durable. Parce qu'on est quand même encore très petite face à l'univers immense. Et ce qui est important, c'est vraiment de combler l'écart économique, socio-écologique, pour que toute l'humanité pourra bénéficier de cette planète et les ressources précieuses. J'appelle ça l'agenda planétaire et j'essaie de former pas forcément l'équipe, mais les individus qui sont prêts à s'investir scientifiquement, mais aussi qui dépassent la dimension de science, comme j'ai parcouru en fait en Afrique, dans d'autres pays. Seulement faire la science n'est pas suffisante. Il faut l'organisation sociale, il faut vraiment beaucoup de collaboration, il faut vraiment agir. Ça, c'est vraiment le moment qui change le destin de notre planète. Et je pense que la science doit former le quatrième pouvoir au-delà de ce qu'on a déjà établi avec la démocratie, c'est-à-dire il y a trois piliers de démocratie qui s'appellent le législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais qui n'étaient pas suffisants pour maintenir notre civilisation dans la durabilité. Et c'était la faillite, l'échec total par rapport à la durabilité. Alors qu'on a vraiment cette science qui est soutenue par les données massives et l'algorithme et les technologies de communication qui nous permettent de communiquer et de mieux s'organiser, alors qu'on n'a pas donné suffisamment le pouvoir sur ça. Donc je considère que la science de complexité, surtout au niveau de sciences citoyennes, doit avoir le quatrième pouvoir pour contrôler les autres trois pouvoirs dans la démocratie, pour diriger la discussion saine et pour collaborer mieux, pour combler l'écart et pour progresser en tant qu'humain et partager cette planète précieuse avec d'autres vies existantes sur Terre. Donc je considère qu'il doit y avoir le droit de tous les êtres vivants à coexister sur cette planète, à l'instar des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, c'est quand même quelque chose de précieux pour nous, pour l'homme, mais ça ne doit pas gêner en fait de coexister sur Terre avec d'autres êtres vivants. Je suppose qu'il y aura, à partir de vraies valeurs scientifiques, ce sorte de changement historique de paradigme, comment on conçoit la vie sur cette Terre et comment on utilise la science et la technologie. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes bienvenu à discuter et même faire partie de ce mouvement. C'est pas limité non seulement à son ICSL, mais ça doit être un réseau mondial avec beaucoup d'institutions qui se communiquent et qui donnent vraiment le pouvoir à la bonne volonté citoyenne. Voilà, c'est la fin. Et je reviens au sujet de Créa, c'est-à-dire que mon prof, un de mon profs de thèse, Jean Petitot, a fait la thèse d'État, donc de 600 pages, quelque chose que j'ai vu en fait pendant que je faisais ma thèse il y a 15 ans. Ça m'a fait
admiré, franchement. Et, j'ai longtemps eu de faire peut-être moi aussi une thèse de l'État, mais alors que ça n'existe pas au Japon. Donc j'en ai fait une autre thèse que j'appelle une thèse pour le peuple. Donc c'est un livre de 1600 pages qui raconte tous les aspects de l'écosystème augmenté, y compris tout ce que j'ai expliqué encore plus sur la synécoculture, qui sera publié en novembre. Ce sera d'abord publié en japonais, qui compte déjà 1600 pages, mais qui sera ensuite, bien sûr, traduit dans d'autres langues, y compris le français. Et voilà, c'est une thèse pour le peuple, et je suis content à travers ces trajets si je compte à partir de ma thèse, ça compte déjà 19 ans, de faire quelque chose que, à mon avis, substantiel et qui peut s'en servir encore plus dans le futur. Et si vous êtes intéressé en regardant cette vidéo, merci de me contacter et on ira encore plus loin. Merci.